Bon, vous savez, on est taquin dans le pourquoi, oui, un petit peu. Hier, on a fait une chronique sur le Mexique, match d'ouverture de la Coupe du Monde. On vous a prouvé que c'était une immense terre de foot. Aujourd'hui, les États-Unis entrent en lice face au Paraguay. On va vous prouver que c'est pas une immense terre de foot. Enfin, on va quand même nuancer un petit peu, faut le dire. Pourquoi le soccer, comme ils l'appellent là-bas, n'est pas encore un sport américain? Ça le deviendra peut-être, mais en tout cas, bah oui, c'est pas un sport majeur aux US, c'est évident. Alors, l'engouement dans le pays pour cette Coupe du Monde semble relativement limité pour le moment. Je dis bien pour le moment. Oui, c'est les retours qu'on a des envoyés spéciaux là-bas, du journal L'Équipe ou de la chaîne L'Équipe. Dans le journal, justement, ce matin, Simon Boll, depuis Los Angeles, nous explique que l'ambiance est confidentielle avant le premier match de Team USA contre le Paraguay. Mais c'est grand les States, d'un État à l'autre, ça peut être très différent sur tous les sujets. Donc on a demandé plutôt à notre envoyé spécial sur la côte Est, à Boston, Jérémy Janingro, Jeremiah Jeninfat, désormais, bien sûr. C'est important. Eh bien lui, il a interrogé... Il a préparé combien de temps celle-là? Je vais la faire à chaque fois. Non, mais il a interrogé les gens dans la rue. Et ben les gens, ils sont very excited. I'm very excited. Any chance where we can have lots of different people from lots of different places coming together using sport to learn more about each other, I think it's a great thing. Yes, of course. I think it's bringing the community together. A lot of people I know are excited about the World Cup. Yeah. The World Cup bring a greater atmosphere into Boston. Of course, I'm excited, man. I'm excited, you know. And the thing is, I've been hearing a lot of people talk about it too. J'adore entendre des Américains parler. Ouais, c'est vraiment c'est exceptionnel. c'est extérieur. Toujours un peu dans le cliché. J'adore. J'aime beaucoup. Bon, vous voyez, ils sont quand même assez positifs. Et puis, ça peut aussi monter progressivement, l'ambiance. Alors après, Jérémy leur a posé deux autres questions. Connaissez-vous Mbappé? La réponse est oui pour tout le monde. Mais aussi, pouvez-vous me citer un autre joueur de l'équipe de France? Et là, c'est Jean-Michel à peu près. Shaki, Olise, Kimpembe's not playing, no? Is Verratti still playing? You remember that? Yeah. Dembele, Koundé as well. I think he's a right back. He plays with Barcelona. Camavinga. I know Dembele, and I know he's really short, and he played for Juventus. He played for I think PSG at some points. Kanté. Ouais, mais c'est un joueur. Mais en vrai, c'est pas si mal. Je vous demanderai tous les rosters MLB, NFL. Non, mais c'est rigolo. Mais oui, le PSG, la Juve, bah Kanté, voyons. Vous êtes vraiment un mauvais humain. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est tout simplement pas leur culture. Voilà. Exactement. Et il n'y a tout simplement aucun problème à ça. Le soccer est loin du basket, du foot US, du baseball ou même du hockey. Le foot représente une activité économique de 3 milliards de dollars par an selon la FIFA. 70% de cette activité, c'est en Europe. Les États-Unis pèsent seulement 3% du marché, alors que c'est la première économie mondiale, vous le savez bien. Romain Delbello, notre correspondant permanent from Los Angeles, California, eh bien lui, il est très bien placé pour en parler. Il y a déjà un aspect historique, c'est quand même très dur d'aller déloger des sports qui sont installés depuis des décennies dans ce pays. Et puis évidemment, il y a un aspect culturel, même s'il y a une forte communauté, notamment mexicaine, sud-américaine, la culture reste quand même les sports américains et le football, le soccer a encore du mal à venir déloger tout cet engouement. Ça se voit en ce moment avec les finales de basket. La saison de football américain qui va reprendre à partir du mois de septembre, évidemment vampiriser beaucoup de choses. Donc c'est très dur d'aller lutter contre cette culture. Et puis, il faut le dire, les États-Unis à la Coupe du Monde, eh bien, ils n'ont pas vraiment de gros faits d'armes, pas d'épopée qui a vraiment fait décoller le sport dans le pays. Ils ont participé à moins d'une Coupe du Monde sur deux, sachant qu'ils l'ont organisé 2 fois, donc ils ont été qualifiés d'office 2 fois. 3e de la première édition en 1930, mais ça date un peu. Et puis, il y a eu ce quart de finale au Japon et au Corée. En Corée en 2002, on y reviendra, mais tout ça, c'est pas énorme. Et les joueurs actuels ont conscience de ça, bien évidemment. Le milieu de terrain, Tyler Adams, a fait un parallèle intéressant avec les finales NBA qui ont lieu en ce moment entre San Antonio et New York. The city in New York is going to go crazy if they win a championship. Obviously, you know, I dream about and being able to inspire as many people as the Knicks are right now in New York. So for me, the focus is on taking it game by game, of course, but we know that we can have an amazing impact if we do well. Alors, en 2002, on pensait quand même que le quart de finale des Américains allait en appeler d'autres. Oui, parce que le championnat avait été créé quelques années auparavant. Le pays, évidemment, a une puissance économique sans pareil. Bref, le soccer était sur une pente ascendante. Et puis donc, en 2002, eh bien, Team USA avait été une des bonnes surprises de cette Coupe du Monde en Asie, avec la Turquie et la Corée du Sud aussi. Une victoire 3-2 en poule contre le Portugal, celui de Luis Figo, de Rui Costa, de Pedro Poletta. Ensuite, il y a eu un succès en 8e de finale contre le Mexique. Le voisin, plutôt une surprise quand même. Des buts de Brian McBride et de Landon Donovan, un joueur qu'on a bien connu en Coupe du Monde. Et puis une courte défaite en quart contre l'Allemagne, le futur finaliste. C'est honorable, mais honorable, c'est pas un objectif. Écoutez Mauricio Pochettino, le sélectionneur actuel. The mindset start to change, and I think we embrace
the culture of that country, that is being the number one and competitive, and not to play friendly games, if not or play non-official games or official games. And I think that is a massive step and is going to be a massive legacy for the future. Et puis la réalité, c'est qu'il faut aussi reconnaître, Romain, tout de même, que le soccer progresse aux États-Unis. Tranquillement, effectivement, mais ça progresse. Step by step, tout simplement. La MLS, le championnat local, s'améliore continuellement. Il y a quelques stars, même si elles viennent souvent en fin de carrière. Très bon exemple, Lionel Messi. Mais globalement, c'est de mieux en mieux et surtout, ça joue. Les Américains jouent de plus en plus. 340 millions d'habitants. Il y a près de 17 millions de pratiquants, donc ça fait une personne sur 20. Et le chiffre a augmenté de 15,8% en un an. Et puis, il y a 40% de pratiquantes. Ne l'oublions pas, c'est une nation majeure du foot féminin, 4 fois championne du monde, c'est un record. Alors, on a évoqué tout ça avec Maxime Aubin, c'est le correspondant permanent du journal L'Équipe aux États-Unis. D'ailleurs, il a écrit un livre à ce sujet sur le foot aux États-Unis. Ça s'appelle Road Trip Soccer. Et lui, globalement, il est très positif par rapport à la place du soccer, et notamment chez les jeunes. Si on parle de pratique pure et dure du sport, donc du soccer, chez les jeunes, le soccer a une très grande popularité aux États-Unis. Chez les filles, chez les garçons, donc c'est un sport qu'on pratique très tôt parce que c'est simple à jouer, il suffit d'un ballon, ça coûte pas cher. Pour la popularité en termes de pratique chez les moins de 15 ans aujourd'hui aux États-Unis, c'est le sport qui est le plus pratiqué, le soccer. Voilà, le plus pratiqué chez les jeunes et pourquoi pas bientôt le plus pratiqué tout court. C'est l'objectif en tout cas de JT Batson, le PDG de la Fédération américaine de football. Il l'a dit dans le Guardian, nous souhaitons que le football devienne le sport le plus pratiqué dans toutes les communautés de ce pays. L'héritage de la Coupe du Monde 94 a été la création de la Major League Soccer, la MLS, et nous voulons profiter de cet été pour faire du soccer le sport de tout le pays. Un vrai discours américain, très ambitieux, on aime ça. Et il faut le dire, les ricains, eh bien, ils joignent les actes à la parole. C'est un sport très jeune encore ici, le soccer. La ligue principale, la MLS, s'est créée en 96. C'est tout frais, c'est tout récent. Les infrastructures, par exemple, des clubs se développent partout. Les académies, par exemple, pour nous, les centres de formation, ça paraît une évidence en France. Ici, les clubs se sont mis tout récemment, depuis une dizaine d'années, à créer des centres de formation, à créer des académies, chez les filles, chez les garçons. Je pense que ça finira un jour par être un sport important, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est bien résumé de la part de Maxime. Il faudra évidemment une belle performance de Team USA lors de cette Coupe du Monde pour pousser encore cette progression. Il faudrait aussi l'émergence d'un très grand joueur, une grande star, parce qu'il n'y en a pas encore vraiment eu dans l'histoire américaine. Et puis moins de tensions extrasportives aussi quand même. Beaucoup de sujets polémiques autour de cette édition. Et de façon générale, le climat politique et social n'est pas propice à la fête en ce moment. Merci beaucoup Romain Aron avec vous aujourd'hui. Arthur et Baptiste, qu'on félicite. Il y a plein de choses... Parce que mes conseils, j'imagine, si vous êtes avec nous toujours... Déjà, chez les plus jeunes, c'est nouveau. Karim, c'est quelque chose qui n'existe pas. Normalement, les sports américains se nourrissent des universités. Avoir des académies, donc trouver des clubs, des franchises, ça, c'est vraiment un truc qui n'est pas normalement conceptuel, puisque vous avez des drafts pour récupérer les meilleurs joueurs. Donc là, vous créez des académies aussi. Ça, c'est un peu nouveau. Il y a aussi les fameuses soccer moms. C'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est que la NFL est le sport roi, mais la NFL, mettre votre gamin à 7 ans pour qu'il prenne des coups de casque ou des coups dans le genou ou dans le dos, c'est compliqué. Et puis, il y a la communauté hispanique aussi qui prend de plus en plus de place cette nuit. Est-ce que vous, qui suivez le foot depuis si longtemps, qui connaissez ce pays, qui avez fait des reportages là-bas, vous pensez que le soccer va finir par devenir un top 5 ? La réponse est très claire, non. Ah bon ? Malheureusement, non. Et ils avaient l'opportunité, vraiment, avec cette Coupe du Monde, ils le savent, qu'ils allaient organiser cette Coupe du Monde depuis très longtemps. Et je les trouve en retard quand même. Je les trouve en retard en termes d'infrastructure, je les trouve en retard. Ça progresse tellement vite. Ça progresse, mais en fait, vous avez deux sports qui phagocytent tellement tout l'écosystème sportif aux États-Unis. Le basket, évidemment. Tout le monde joue au basket, dans les rues, tout le monde, partout, dans toutes les villes des États-Unis. Et le football américain, les gens ont une appétence. Le football américain, de toute façon, c'est simple. C'est le sport le plus regardé, 5 fois plus que la NBA. Il n'y a pas plus regardé. Donc en fait, quand vous avez ces deux sports qui vampirisent tout là-bas, ça laisse peu de place, médiatiquement parlant, aux autres sports. Alors, je ne dis pas pour la pratique. Oui, dans les universités, on pratique du foot. Moi, j'ai un ami qui vit à Los Angeles et qui a mis très vite sa fille, alors, notamment chez les filles, et ça se développe beaucoup plus rapidement que chez les garçons, mais sa fille joue au foot depuis quasiment 10 ans maintenant là-bas, et à un très bon niveau. Mais les garçons se dirigent systématiquement vers le basket.
parfois vers le football américain, parce que c'est aussi un peu Il y a aussi le baseball, il y a un peu le hockey. En fait, voilà, et le hockey, en fait, il y a 3-4 sports qui vampirisent tout. Donc, le foot, moi, j'aurais pensé, honnêtement, qu'ils allaient mettre beaucoup plus le paquet. C'est pas avec vieux, la Coupe du Monde. 96. Hein, franchement, il a raison, Maxime, c'est pas vieux. Hein. Regardez la Coupe du Monde 2020, pardon, juste pour terminer, la Coupe du Monde 2026, on sait que les États-Unis allaient l'organiser depuis 10 ans, environ. En 10 ans, ils avaient le temps de faire tout ça. Vous avez vu les stades, ça n'existait pas. La MLS, ils ont des vrais stades de 20-25 000 places. Mais honnêtement, quand vous allez voir le niveau des États-Unis, je pense pas, peut-être que ce sera une belle surprise, mais honnêtement, quand vous regardez l'équipe, elle est quand même encore en difficulté. Il y a 2-3 joueurs qui sont très bons, qui évoluent en Europe. Champion du monde, mais du sport là-bas. Sur les jeunes, Maxime, il expliquait un truc qui est intéressant. En fait, il disait qu'il y avait plein de pratiquants chez les jeunes. Par contre, une fois arrivé à l'université, il y en a plein qui faisaient le choix d'autres sports, aussi pour des questions financières, des questions d'infrastructure et tout. En fait, il y a un gap qu'ils n'arrivent pas à passer. Il y a des bourses à les récupérer aussi grâce à d'autres sports, et notamment le tennis aussi. Sur place, des sports individuels, il y a le tennis aussi qui monte pas mal aux États-Unis. Mais ils n'ont pas de sport amateur en fait après. En fait, d'adultes, nous, tout le monde peut jouer au foot dans des ligues inférieures et continuer à supporter son équipe et supporter aussi son équipe l'équipe de sa ville. On est attaché à tout ça. C'est pour ça qu'ils aiment autant leur équipe d'université, parce que c'est leur souvenir, ils jouent plus. Mais si t'es pas drafté, enfin tu deviens pas pro, t'arrêtes le foot. Je veux dire, puis après tu vas aller regarder d'autres sports. Par contre, le changement de règles peut-être peut amener quelque chose, puisqu'en fait on fragmente les matchs avec la VAR, maintenant il y a aussi une pause qui permet de la publicité. Donc l'argent peut arriver aussi dans le... C'est une question d'argent aussi, hein, combien on met d'argent. Je pense que l'argent est pris par disons que par rapport à leur télé, ligues. Et si c'est pas aussi diffusé, c'est que c'est pas aussi rentable. Regardez les finales NBA en ce moment, pour ceux qui se lèvent la nuit et en fait partie, la mi-temps c'est 4h15 quand ça reprend, alors qu'un match normal c'est 3h45. Avec les coupures, ils vont en mettre d'autres. Hein. Ils ont essayé d'ailleurs à un moment. Ils connaissent les règles ou pas, les Américains? Eh bien, pas vraiment. On l'a vu hier à l'heure de Mexique, Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a dit, il y a eu 3 cartons rouges. Et à chaque fois qu'il y a eu un carton rouge, les télés locales américaines ont dû mettre ce petit bandeau jaune, vous le voyez, pour expliquer les conséquences d'une expulsion pour une équipe. Donc ça paraît assez fou pour nous, mais c'est la preuve que les Américains ne maîtrisent pas totalement le règlement du soccer. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Quand nous, on avait la NFL sur la chaîne, on était... les commentaires, je salue Peter, Anthony, Sébastien qui commentaient, on était le plus pédagogue possible. Quand on présentait le Super Bowl, on faisait ça. On faisait pareil, les cartons d'explication, c'est quoi un vulgariser le sport, en fait, on le connaît pas. On est obligé. Moi, je viens vous voir, Benoît, mais vous allez comprendre pourquoi je vous regarde après, parce que Djibril, vous avez un amour pour les États-Unis aussi, et pour les sports américains. Moi, je trouve le constat de Karim, et je ne cherche pas à le convaincre, un peu sévère. Moi, j'insiste par exemple sur la communauté hispanique, qui, évidemment, l'espagnol deviendra à terme une des langues, ou la langue la plus parlée. Ils ont une passion pour le foot quand ils viennent du Mexique ou d'autres pays, qui forcément... Oui, mais que dans quelques villes, Los Angeles, Miami, Orlando, les villes du sud, en fait, des États-Unis. Quand vous allez ailleurs, Boston, Seattle, même à la limite avec la frontière canadienne, il n'y a pas de communauté hispanique qui joue au foot. Très peu, Greg, non, je dis pas que c'est mais je pense que c'est un des facteurs qui peut permettre le développement. Voilà, je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Non, moi, je pense que ça va arriver. Ça va prendre du temps. Je comprends ce que Karim dit, que voilà, en 10 ans, quand même, tu as le temps de... Oui, 10 ans plus la compétition majeure, tu avais le temps de faire un peu plus que ça. Mais voilà, après, quand ils sont habitués et qu'ils ont l'amour d'un sport qui est trop fort pour le reste, ça va prendre plus de temps. Mais je ne pense pas que le football ou le soccer, comme il l'appelle... ça arrivera à la cheville. Ah non, mais la NFL, tu vois la preuve. Regarde, du basket. Djibril, la preuve, les 3 meilleurs joueurs de cette équipe, c'est des joueurs qui ne sont pas américains à 100%. Je veux dire, Timothy Weah, Pulisic, Balogun. En fait, voilà, c'est des joueurs qu'ils ont réussi à convaincre de choisir la nationalité américaine, mais ce ne sont pas des joueurs qui ont été élevés, biberonnés aux États-Unis. Benoît, vous avez des filles. Bon, est-ce que vous pourriez les envoyer à l'université américaine pour qu'elles jouent au foot en même temps des études? Est-ce que c'est le genre de projet qui pourrait, en tant que papa, vous intéresser, aider à développer? Et même vous donner des conseils à des joueuses de rugby aussi, vous touchez à d'autres sports. Est-ce que aider à développer, ça pourrait être un truc qui vous plairait? Bien sûr. On aime transmettre. En tout cas, moi, j'aime transmettre. Bah oui. Donc, effectivement, la chance que peuvent avoir des jeunes filles pour aller aux États-Unis, c'est que il y a les universités, il y a des bourses, et c'est vrai que chez les filles, je pense que c'est même un peu plus développé que chez les garçons. Du monde, hein. Quand on voit le club des Los Angeles Angels, je crois, non, oui. où, avec toutes les actrices américaines qui sont toutes mises exactement, qui sont toutes mises dedans à investir de l'argent pour essayer de créer une émulation autour du soccer et du football féminin, on sent que malgré tout, il y a un intérêt pour essayer de promouvoir tout ça. Moi, j'ai un ami un ami bordelais qui
travaille dans une grosse boîte et qui va partir vivre à Miami. Sa fille joue au FC Pau en jeune. Ça va faire un changement. Oui, mais elle est hyper contente d'aller là-bas. Parce qu'en fait, elle va découvrir autre chose, il y a une autre culture. Et puis, ils mettent les moyens aussi pour le football féminin. Dernier mot, vous voulez dire Je ne suis pas sûr de ça. Quand on voit quand elles étaient championnes du monde, elles n'étaient pas payées. Elles ont été obligées d'aller. Elles ont été obligées de se battre pour obtenir l'égalité salariale. Mais ça a toujours existé dans tous les milieux. Oui, mais ça veut bien dire qu'en fait, puisque le sport féminin là-bas, le football féminin est largement en avance, ils pourraient le développer et essayer de miser sur le football féminin. C'est pas ce qui va se passer. Tu vois la preuve, Alex Morgan, Rapinoe sont des vraies stars aux États-Unis, très reconnus, à l'instar de certains basketteurs, alors que les joueurs masculins, pas vraiment. Exactement. Merci Romain Aran pour ce pourquoi.